2025 vient de se terminer et franchement, pour beaucoup d'investisseurs crypto, cette année a été, comment dire, décevante. Bitcoin qui touche 108 000 $ en octobre, tout le monde s'excite, on se dit ça y est, on part pour les 200 000, et puis pouf, retour à 90 000. Les altcoins, n'en parlons même pas. La plupart ont sous-performé, certains ont carrément plongé. Alors forcément, ce début 2026, tout le monde se pose la question, est-ce que cette année va enfin être différente? Eh bien écoute, dans cette vidéo, je vais te donner ma vision complète pour 2026. Pas des prédictions sorties de nulle part, non. On va regarder ensemble tous les éléments concrets, tous les facteurs réels qui vont impacter le marché cette année. Les opportunités, les risques, tout ce qu'il faut surveiller. Et surtout, comment se positionner intelligemment. Reste bien jusqu'au bout parce que je vais te partager ma stratégie exacte pour 2026. Alors bon, avant de parler de 2026, il faut quand même qu'on se remette dans le contexte de ce qui s'est passé en 2025. Parce que c'est important pour comprendre où on va. 2025, sur le papier, ça aurait pu être une année de folie pour la crypto. Tu vois, Trump élu, pro-crypto à fond, la SEC qui commence à se calmer, les ETF Bitcoin qui cartonnent, tous les ingrédients étaient là. Sauf que voilà, le marché en a décidé autrement. Regarde ces chiffres, les actions américaines, le S&P 500, ont fait plus 16% sur l'année. Pas mal. C'est ce qu'on appelle une rotation de capital. Les investisseurs ont pris leur argent du marché américain, de la tech, et l'ont mis dans des actifs qu'ils percevaient comme plus sûrs ou avec plus de potentiel à court terme. Et la crypto, elle est restée sur le banc de touche. Bon, si on ne se connaît pas encore, laisse-moi me présenter rapidement. Moi, c'est Thibaut. J'ai investi en crypto depuis 2016, donc ça fait maintenant presque 10 ans que j'en vis. J'ai vu plusieurs cycles. J'ai vu des bull runs de folie, j'ai vu des bear markets violents, j'ai vu Bitcoin à 3000 $ et je l'ai vu à 69 000. Donc bon, quand je te parle de 2026, c'est pas juste des prédictions au doigt mouillé, c'est basé sur presque 10 ans d'expérience concrète sur ce marché. Et aujourd'hui, j'ai un groupe privé gratuit de 6000 membres. Des personnes que j'accompagne au quotidien, à qui je partage mes positions en temps réel, mes analyses, mes stratégies. Et ensemble, on a géré 4,6 millions de dollars de profit. Oui, 4,6 millions sur 2025. Pas moi tout seul dans mon coin, hein, non. Nous, ensemble, en tant que communauté. Alors évidemment, tout le monde n'a pas fait les mêmes gains, ça dépend du capital de départ, du niveau de risque, de plein de choses. Mais ce chiffre, il montre un truc. Notre approche fonctionne. On n'est pas là pour vendre du rêve, on est là pour apprendre ensemble, pour se positionner intelligemment et pour profiter des opportunités quand elles se présentent. Bon, revenons à 2026. Donc voilà, dans cette vidéo, on va couvrir absolument tout ce qu'il faut savoir pour 2026. On va parler de Bitcoin, évidemment. Est-ce qu'on va voir les 100 000, les 150 000 ou au contraire, est-ce qu'on risque de retomber vers les 70 000? On va parler des altcoins. Est-ce qu'on va enfin avoir cette fameuse alt season que tout le monde attend depuis 2 ans? Ou est-ce que ça va encore être reporté? On va parler de la Fed, de la liquidité, des politiques monétaires, parce que c'est le facteur numéro 1 qui détermine où va le marché crypto. On va parler régulation, on va parler narratif, DeFi, stablecoin, tokenisation, IA, tous les acteurs en fait qui pourraient exploser cette année. Et surtout vers la fin de cette vidéo, je vais te donner ma stratégie personnelle, comment je me positionne en 2026, quelle allocation je fais entre Bitcoin, Ethereum et les altcoins, dans quel secteur je crois vraiment et comment je gère mon risque. Allez, on entre dedans. Alors parlons de Bitcoin. Où est-ce qu'on en est exactement ce début janvier 2026? Bitcoin se situe autour des 95 000 $. On vient de repasser au-dessus des 94 000 à l'heure où je tourne cette vidéo, ce qui est déjà un signal intéressant parce qu'on était tombé assez bas fin décembre, vers les 88 000, 89 000. Et là tu vas me dire Thibaut, 95 000 $, c'est bien ou c'est pas bien? Écoute, la réponse, elle est nuancée. D'un côté, on est quand même loin des plus hauts de 2025, à 126 000 $. Donc techniquement, on est en correction depuis octobre. Mais de notre côté, on tient une zone de support importante autour des 90 000, 92 000. Ce qui montre qu'il y a encore de la demande à ces niveaux-là. Donc voilà, on est dans une zone de consolidation, pas de panique, mais pas d'euphorie non plus. C'est ce qu'on appelle en fait un marché en range, en attente d'un catalyseur pour bouger vraiment dans une direction ou dans l'autre. Et c'est exactement ça le point clé pour 2026. On est à un moment charnière. Soit on repart vers les plus hauts et on vise 100 000, 120 000, 150 000 $, soit on casse ce support des 80 000 $, et là ça peut devenir plus compliqué, avec un risque de retour vers les 69 à 74 000 $, les précédents ATH. Bon, parlons de technique un instant. Je suis pas fan d'analyse technique pure et dure, tu le sais, mais il y a quand même des niveaux psychologiques que tout le monde surveille. Et quand tout le monde surveille les mêmes niveaux, instinctivement, ces niveaux deviennent importants. Donc, voilà les zones critiques pour Bitcoin en 2026. Première zone, c'est 88 000 à 90 000 $. C'est notre support majeur. Tant qu'on reste au-dessus de cette zone, la structure reste haussière sur le moyen terme. Si on casse en dessous, et surtout si on clôture des bougies hebdomadaires en dessous de 88 000, là, attention, ça peut devenir vraiment baissier. On pourrait revisiter les 74 000, voire même les 69 000 qui étaient l'ancienne ATH de 2021. Deuxième zone, c'est les 100 000 à 105 000 $.
C'est ça la grosse résistance psychologique. Les 100 000 $, tout le monde en parle depuis des années. C'est le chiffre rond qui fait rêver. Si on arrive à casser cette zone avec conviction, avec du volume et qu'on se tient au-dessus, et là ça ouvre la porte vers des niveaux beaucoup plus élevés. Et au-delà de 105 000, on rentre vraiment dans ce qu'on appelle la zone de découverte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de résistance historique au-dessus. Plus de vendeurs qui attendent de récupérer leur mise. C'est là que ça peut exploser très vite en fait. Mais bon, tout ça, c'est de la technique. Ce qui va vraiment déterminer si on monte ou si on descend, c'est pas les lignes sur un graphique, c'est la liquidité. Et là, on arrive sur le sujet le plus important de 2026, la liquidité. Plus précisément, la politique monétaire de la Fed. Parce que voilà la réalité. La crypto en ce moment, c'est un actif risqué. Ça veut dire que quand il y a de la liquidité dans le système financier, il y a de l'argent qui circule. La crypto monte. Et quand la liquidité se retire, la crypto baisse. C'est aussi simple que ça. Alors qu'est-ce qui s'est passé depuis 2022 ? La Fed a fait ce qu'on appelle du quantitative tightening, du QT. En gros, elle a retiré de la liquidité du système, elle a arrêté d'imprimer de l'argent et elle a même commencé à réduire son bilan, à détruire de la monnaie. Résultat, les actifs risqués ont souffert. La tech a souffert, les small caps ont souffert et la crypto, elle a souffert aussi. Bon, maintenant, la bonne nouvelle, c'est que depuis le 1er décembre 2025, la Fed a officiellement arrêté le QT. Elle a dit ok, on arrête de retirer de la liquidité et mieux encore, depuis début janvier 2026, elle a recommencé à injecter un peu de liquidité, ce qu'on appelle des reserve management purchases. En décembre, janvier, la Fed a ajouté donc environ 40 milliards de dollars dans le système. C'est pas énorme, hein, c'est pas du vrai quantitative easing massif comme en 2020, mais c'est déjà un tournant, ça montre que la direction change. Maintenant, la vraie question pour 2026, c'est est-ce que la Fed va passer en mode QE complet? Est-ce qu'elle va vraiment réouvrir les vannes et imprimer des centaines de milliards, voire des trillions de dollars? Parce que si c'est le cas, Bitcoin explose. Si la Fed injecte massivement de la liquidité comme elle l'avait fait pendant le Covid, là on peut parler de 150 000, 200 000, peut-être même 250 000 $ pour Bitcoin. Hein. Mais si la Fed reste prudente, si elle injecte juste un peu de liquidité pour stabiliser le système sans vraiment faire du QE agressif, alors Bitcoin va probablement rester en range. On va consolider entre 90 000 et 120 000, peut-être toucher les 100 000 mais sans grosses explosions. Et le troisième scénario, le pire, c'est si jamais il y a un choc économique, une crise et que la Fed panique et remonte les taux au lieu de les baisser. Là, ça peut devenir très moche, hein, on pourrait revisiter les 70 000, voire descendre encore bien plus bas. Bon, au-delà de la Fed, il y a bien sûr d'autres facteurs à surveiller pour Bitcoin en 2026. Premier facteur, c'est les ETF. En janvier 2026, on voit que les ETF Bitcoin recommencent à attirer des flux. Plus de 760 millions de dollars en une seule journée, début janvier. C'est le plus gros jour depuis octobre. Ça montre que les institutionnels recommencent à s'intéresser à Bitcoin. Si cette tendance continue, ça peut pousser le prix vers le haut. Deuxième facteur, c'est MicroStrategy. C'est l'entreprise qui détient le plus de Bitcoin au monde. Ils ont survécu à la décision du MSCI de ne pas les retirer de l'index, ce qui est d'ailleurs une très bonne nouvelle à court terme. Mais attention, si jamais MicroStrategy rencontre des problèmes financiers, si jamais ils sont obligés de vendre une partie de leur Bitcoin, ça peut créer une pression vendeuse énorme sur le marché. Donc il faut surveiller ça de près. Troisième facteur, c'est la politique de Trump. Évidemment, Trump est clairement pro-crypto, la SEC arrête de poursuivre les projets crypto. Il y a des discussions pour créer une nouvelle réserve stratégique de Bitcoin au niveau fédéral. Tout ça, c'est bullish pour Bitcoin à moyen long terme, on va pas se le cacher. Maintenant, est-ce que Trump va vraiment mettre en place des politiques ou est-ce que c'était juste du marketing électoral? Ça, on va le savoir dans les prochains mois. Mais pour l'instant, le sentiment est plutôt positif de ce côté-là. Bon, vous avez vu, du coup, on a parlé de Bitcoin. Maintenant, parlons un petit peu de ce que tout le monde attend, les altcoins, avec la fameuse altcoin season. Alors, la question que tout le monde se pose, est-ce qu'on va enfin avoir, du coup, une alt season en 2026? Parce que franchement, ça fait 2 ans qu'on attend, 2 ans qu'on nous dit l'alt season arrive, et elle n'arrive jamais. Alors, regardons les faits. L'alt season index, c'est un indicateur qui mesure combien d'altcoins performent mieux que Bitcoin sur 90 jours. Quand l'index est au-dessus de 75, on considère qu'on est en alt season. Début janvier 2026, l'index est à 57. C'est le plus haut depuis 3 mois, ce qui est encourageant, mais on est encore loin des 75. Hein. Ça veut dire qu'on n'est pas encore en alt season officiel, mais qu'on commence à avoir des signaux. Maintenant, il faut comprendre un truc important. L'alt season n'arrive pas par magie. Ça arrive quand plusieurs conditions sont réunies. Première condition, Bitcoin doit se stabiliser. Tant que Bitcoin est volatile, que personne sait s'il va monter ou descendre, les gens restent sur Bitcoin ou en stablecoin. Ils ne prennent pas de risque sur les altcoins. Deuxième condition, il faut de la liquidité. Beaucoup
beaucoup de liquidités. Parce que pour qu'une alt season se déclenche, il faut que l'argent coule à flot, que les investisseurs aient de l'argent à risquer sur des petits projets. Troisième condition, il faut des narratifs, des histoires qui excitent les gens, qui leur donnent envie d'investir. En 2021, c'était la DeFi, les NFT, le Metaverse. En 2026, quels seront les narratifs? On va en parler juste après. Mais avant de parler de 2026, il faut comprendre pourquoi 2025 n'a pas eu d'alt season. Parce que comprendre ce qui s'est passé, ça va nous aider, comme tout à l'heure, à anticiper ce qui va se passer. Alors qu'est-ce qui s'est passé en 2025? Premier problème, pas de liquidité. La Fed était encore en mode quantitative tightening jusqu'en décembre. Donc pas d'argent frais dans le système. Les investisseurs étaient prudents, ils gardaient leur cash ou ils mettaient sur des actifs plus safe comme Bitcoin ou l'or. Deuxième problème, Bitcoin n'a pas vraiment explosé. Bitcoin, du coup, il a stagné entre les 80 000 et les 108 000 pendant toute l'année. Pas de vrai bull run, et quand Bitcoin stagne, les altcoins souffrent encore plus parce que l'argent reste bloqué sur Bitcoin en attendant qu'il bouge. Troisième problème, c'est qu'il y a eu trop de projets, pas assez de capital. Il y a eu une explosion du nombre d'altcoins en 2024-2025. Des milliers de nouveaux tokens, de nouveaux memcoins, de nouveaux projets. Mais le capital total, lui, il n'a pas augmenté en proportion. Résultat, le capital disponible s'est dilué sur trop de projets. Très peu de projets ont vraiment performé. Quatrième problème, c'est la rotation du capital. On en a parlé au début de la vidéo, l'argent est allé dans les actions internationales, dans les matières premières, pas dans la crypto. Donc même s'il y avait eu de la liquidité, elle n'est pas venue vers nous. Mais 2026 c'est différent, ou en tout cas ça pourrait l'être. Parce que regardez, il y a encore même des signaux encourageants. Premier signal, c'est le ratio Others Bitcoin. Others, ça représente la capitalisation de toutes les cryptos en dehors du top 10. Donc en gros les petits altcoins. Ce ratio, il a touché un bottom en fin 2025 au 4e trimestre. Et depuis, il commence à remonter. C'est exactement le même pattern qu'on a vu en 2016 avant l'alt season de 2017. Et en 2020 avant l'alt season de 2021. Ça veut dire que les altcoins ont probablement touché leur plus bas relatif contre Bitcoin et que maintenant on pourrait être dans une phase de retournement. Deuxième signal, les divergences haussières sur les graphiques hebdomadaires. Si tu regardes des altcoins comme Optimism, Arbitrum, NIR, Avalanche, tu vois que les prix font des plus bas, mais le RSI, lui, fait des plus hauts. C'est ce qu'on appelle une divergence haussière. Ça montre que la pression vendeuse s'affaiblit, que les vendeurs s'épuisent, et historiquement, c'est souvent le signal qu'un retournement arrive. Troisième signal, c'est les volumes. Les volumes d'échange sur les altcoins sont toujours élevés, même si les prix sont bas. Ça veut dire qu'il y a de l'activité, que les baleines, les gros investisseurs accumulent en silence pendant que le retail est découragé. Et quand des baleines accumulent, c'est généralement parce qu'elles anticipent une hausse à venir. Bon, maintenant, parlons des altcoins qui pourraient performer en 2026, parce que voilà la réalité. On n'aura probablement pas une alt season générale où tous les altcoins montent, non. On aura plutôt des alt season sectorielles, j'aime bien les appeler. Des secteurs spécifiques qui vont exploser et d'autres qui vont stagner, voire mourir. Alors, quel secteur? Le premier secteur, c'est l'intelligence artificielle. Les tokens IA ont déjà commencé à bouger en janvier 2026. Le secteur IA a fait plus de 20% depuis le début d'année. C'est un des secteurs qui performe le mieux parce que l'IA, c'est le narratif le plus chaud du moment, dans la tech en général, mais aussi dans la crypto. Des projets comme Render, Fed AI, ce genre de tokens, ils attirent l'attention. Maintenant, attention, beaucoup de projets IA, crypto, c'est du marketing, on va pas se le cacher, il n'y a pas de vraie utilité. Mais par contre, quelques vrais projets se démarquent vraiment et cela pourrait faire, je dirais, entre x5 à x7 si le narratif continue sur 2026. Deuxième secteur, c'est la DeFi, et plus spécifiquement les DEX, les échanges décentralisés. Pourquoi? Parce que depuis qu'Hyperliquid a explosé fin 2025, avec son airdrop à 2 milliards de dollars, tout le monde regarde les perp DEX, les plateformes de trading décentralisées. Et il y a beaucoup de protocoles DeFi qui ont annoncé des fee switches, c'est-à-dire qu'ils vont commencer à racheter leurs propres tokens avec leurs revenus. Ça crée une pression acheteuse mécanique. Des protocoles comme Uniswap, Aave ont déjà vu des pumps quand ils ont annoncé ça. Troisième secteur, c'est les Layer 1 et Layer 2. Ethereum, Solana, Base, Arbitrum, Optimism. Pourquoi? Parce qu'on commence à voir de la vraie activité on-chain. Les stablecoins migrent vers ces chaînes, les volumes augmentent et surtout il y a une bataille pour savoir quelle blockchain va devenir la plateforme dominante pour la tokenisation d'actifs réels. Parce que oui, la tokenisation, les real world assets, c'est le gros narratif institutionnel. BlackRock le dit, le Nasdaq le dit, tout le monde parle de tokeniser des actions, des obligations, de l'immobilier sur la blockchain. Et la blockchain qui gagnera cette bataille, elle va exploser. Pour l'instant, Ethereum est en tête, mais Solana pousse fort aussi. Et bon, les mêmes coins dans tout ça. Écoutez, les mêmes coins, c'est un sujet à part. Personnellement, je touche pas trop à ça, c'est trop spéculatif, trop risqué, c'est trop volatile, mais je sais que
certains d'entre vous aiment ça, donc je vais quand même en parler rapidement. Les meme coins, ça va, ça vient. Ça dépend de l'humeur du marché, clairement. Quand Bitcoin monte fort, les meme coins, ils éclosent. Quand Bitcoin stagne, les meme coins meurent. Et si on a une vraie alt season en 2026, est-ce qu'il y aura une vague de meme coins? Probablement oui. Mais attention, 99% des meme coins vont mourir. Il y en aura peut-être 2-3 qui feront x100, mais les altcoins vont aller à zéro. Donc si tu veux jouer les meme coins, mais jamais plus que ce que tu peux te permettre réellement de perdre complètement. C'est vraiment du casino pur. Hein. Maintenant, au-delà des meme coins, il y a un vrai risque pour les altcoins en général sur 2026. Et ce risque, c'est la sélection. Le marché il devient mature, les investisseurs, surtout les institutionnels, ils vont plus acheter n'importe quoi, ils vont être sélectifs, ils vont chercher des projets avec de vrais revenus, des vraies équipes, des vraies utilisations. Donc si tu es positionné sur des altcoins zombies, des projets qui n'ont ni utilisateurs, ni revenus, ni vision, ces projets vont probablement ne jamais se relever. Ils vont mourir lentement. Bon, on a parlé de Bitcoin, on a parlé des altcoins, maintenant parlons des facteurs macro qui vont influencer tout ça. Bon, maintenant je vais te parler d'un truc que peu de gens comprennent mais qui est absolument crucial pour 2026. C'est la rotation internationale de capital. Qu'est-ce que ça veut dire? En 2025, on a vu les marchés américains stagner un peu, pendant que les marchés internationaux explosaient. L'Allemagne, la Corée, la Pologne, plein de pays ont vu leur bourse faire plus 30, 40, plus 45%. Et cette rotation, elle continue en 2026. L'argent sort des États-Unis, va dans d'autres pays. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Le dollar qui baisse, les tensions géopolitiques, les tarifs de Trump, tout ça pousse les investisseurs à diversifier hors des États-Unis. Et tu vas me dire, ok Thibaut, c'est intéressant, mais quel rapport avec la crypto? Bien le rapport, c'est que cette liquidité internationale, elle va finir par couler vers la crypto aussi, mais pas tout de suite. D'abord, l'argent va dans les marchés actions internationaux. Ces marchés montent, créent de la richesse pour les investisseurs locaux. Ces investisseurs, ils se rendent riches, ils ont envie de prendre plus de risques. Et où est-ce qu'ils vont mettre cet argent supplémentaire? Pas forcément dans les actions polonaises ou allemandes, non. Ils vont chercher des actifs plus risqués, avec plus de potentiel. Et la crypto, c'est exactement ça. Donc voilà ce qui va probablement se passer en 2026. Au premier semestre, les marchés internationaux continuent de monter, puis au deuxième semestre, quand ces marchés commencent à saturer, quand il n'y a plus autant de potentiel de hausse, là, une partie de cette liquidité va se déverser dans la crypto. Et ça peut créer un vrai bull run. Maintenant, parlons régulation, parce que c'est un facteur qui va avoir un impact énorme en 2026. Aux États-Unis, la situation est claire, c'est pro-crypto. Trump est au pouvoir, la SEC arrête de poursuivre les projets, Gary Gensler est parti, il y a des discussions pour créer un cadre réglementaire clair avec le Clarity Act. Bref, les États-Unis veulent devenir la terre d'accueil de la crypto. Ils veulent attirer les entreprises, les projets, les talents et ça marche. Coinbase, Circle, tous ces acteurs explosent. Les stablecoins sont en train de devenir mainstream. Bref, aux États-Unis, c'est l'âge d'or de la crypto. Et en Europe, c'est une autre histoire. L'Europe a mis en place MiCA, la régulation la plus stricte au monde. Et attention, je dis pas que c'est forcément mauvais d'avoir une régulation, c'est mieux que le flou total, mais le problème c'est que MiCA est tellement strict que ça tue l'innovation. Les plateformes doivent obtenir des licences ultra compliquées, les petits projets n'ont plus accès aux exchanges européens, les privacy coins sont interdits, les stablecoins comme USDT sont bannis dans certains pays. Résultat, il y a une consolidation massive, les petits acteurs ferment ou se font racheter, seuls les gros survivent en fait. Et pour nous, investisseurs européens, ça veut dire moins de choix, moins d'opportunités. Donc si tu es en Europe, faut que tu sois conscient de ça. Certains altcoins ne seront tout simplement plus accessibles sur les plateformes régulées. Tu devras peut-être passer par des plateformes décentralisées pour y accéder. Bon les amis, maintenant, parlons des narratifs. Parce que dans la crypto, les narratifs, c'est ce qui fait bouger les prix. Plus que la tech et plus que les fondamentaux même. C'est les histoires qui excitent les gens. Alors quels sont les narratifs pour 2026? Premier narratif, c'est les stablecoins. Les stablecoins sont en train de devenir énormes. USDC, USDT, ils sont partout maintenant. Pas juste pour trader, mais pour des vrais paiements, des vrais transferts internationaux. Et les États-Unis viennent de clarifier la régulation des stablecoins avec le Genius Act. Ça ouvre la porte à une adoption massive. Si tu regardes les projets liés aux stablecoins comme Circle, comme les protocoles qui facilitent les paiements en stablecoin, ils sont probablement très bien pour performer en 2026. Parce que c'est un narratif institutionnel, ce n'est pas juste du retail qui spécule. Deuxième narratif, c'est la tokenisation d'actifs réels, donc les RWA. On en a parlé rapidement tout à l'heure, mais c'est tellement important que je veux y revenir. BlackRock, le plus gros gestionnaire d'actifs au monde, il tokenise des fonds sur la blockchain. Le Nasdaq étudie comment distribuer des actions via la blockchain. On parle de tokeniser de l'immobilier, des obligations, des matières premières, c'est gigantesque. Si la tokenisation décolle vraiment en 2026, les blockchains qui hébergent ces actifs vont exploser. Et pour l'instant,
l'instant, c'est principalement Ethereum, mais Solana pousse aussi. Avalanche et d'autres essayent de prendre des parts du marché à l'heure actuelle. Troisième narratif, c'est la DeFi institutionnelle. La DeFi, c'est un truc de nerds en 2020. Maintenant, les institutions commencent à s'y intéresser sérieusement, parce qu'il y a de vrais projets de rendement, de vrais protocoles qui génèrent des revenus, des protocoles comme Aave, Compound, Uniswap, ils font des dizaines de millions de revenus par an. Et maintenant qu'il y a plus de clarté réglementaire aux États-Unis, les institutions peuvent participer à la DeFi sans avoir peur de se faire poursuivre. Donc on pourrait voir une grosse vague de liquidités institutionnelles entrer dans la DeFi en 2026. Bon, on a parlé des opportunités, maintenant il faut parler des risques. Parce que 2026, c'est pas garanti que ce soit une année boule. Il y a des vrais risques. Premier risque, c'est une récession. Si l'économie américaine ou mondiale entre en récession en 2026, les actifs risqués comme la crypto vont souffrir. Les gens vont vendre, ils vont chercher la sécurité. Bitcoin pourrait retomber vers les 70 000, voire plus bas. Les altcoins pourraient se faire massacrer. Deuxième risque, c'est l'inflation qui repart. Si jamais l'inflation repart à la hausse, la Fed sera obligée de remonter les taux d'intérêt. Et si les taux remontent, les actifs risquent de plonger. C'est mathématique. Donc, il faut surveiller les chiffres d'inflation chaque mois. Si l'inflation reste stable ou baisse, on est ok. Mais si elle remonte, attention, danger. Troisième risque, c'est le quantique. C'est un risque bien évidemment à long terme, mais il faut en parler. Les ordinateurs quantiques progressent vite. Et si jamais un ordinateur quantique assez puissant est créé, il pourrait casser le chiffrement de Bitcoin, d'Ethereum et de toutes les cryptos actuelles. Maintenant, on est encore loin de ça. Les experts disent qu'on est au minimum à 5 à 10 ans avant que ça soit une vraie menace. Certaines disent même qu'on a encore jusqu'en 2028 avant que ça devienne critique. Mais c'est un risque qui existe. Et les blockchains doivent se préparer. Certaines comme Solana d'ailleurs ont déjà commencé à implémenter des solutions quantum résistantes. Quatrième risque, c'est les hacks et les scams. On est dans un secteur où il y a énormément d'argent et où la tech est complexe. Résultat, il y a des hacks réguliers, des ponts qui sont piratés, des protocoles qui bug, des scams qui volent des millions. Donc règle numéro 1, ne mets jamais tout ton capital au même endroit. Diversifie entre plusieurs wallets, plusieurs plateformes et ne fais confiance qu'aux protocoles audités avec une vraie réputation. Et pour finir cette section, je veux parler d'un facteur qu'on sous-estime souvent. Le facteur psychologique. Parce que voilà la réalité. Le marché crypto, c'est 80% de psychologie, 20% de fondamentaux. Quand les gens ont peur, ils vendent. Quand les gens sont euphoriques, ils achètent. Et c'est comme ça que les cycles se créent. En ce moment, début 2026, on est dans une phase d'incertitude. Les gens ne savent pas si ça va monter ou descendre. Il n'y a pas de FOMO, il n'y a pas de panique non plus. C'est le calme plat. Et le Fear and Greed Index, l'indice de peur et d'avidité, il est autour de 40-50. Donc il n'y a pas de peur extrême, il n'y a pas d'euphorie, c'est juste neutre. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait changer à ça? Si Bitcoin casse les 100 000, là le FOMO va revenir évidemment. Les gens vont se dire « Oh non, je rate le train, je dois acheter maintenant ». Et c'est là que les prix explosent vraiment. A l'inverse, si Bitcoin casse les 80 000 à la baisse, là la panique va s'installer. Les gens vont vendre en catastrophe, les stop-loss vont se déclencher en cascade et on va voir une chute violente. Donc voilà ce que je te conseille. Ne te laisse pas emporter par tes émotions, ni par le FOMO quand ça monte, ni par la panique quand ça baisse. Garde la tête froide, suis ton plan et ne prends que des décisions rationnelles basées sur des faits et pas sur des émotions. On arrive à la partie la plus importante de cette vidéo, ma stratégie personnelle pour 2026. Alors avant de rentrer dans les détails, laisse-moi te donner ma vision globale, parce que c'est important que tu comprennes mon état d'esprit. Je pense que 2026 va être une année en deux temps. Premier semestre, ça va être consolidation, range, pas de gros mouvements. Bitcoin entre 88 000 et 105 000. Les altcoins qui continuent de se faire secouer et avec quelques secteurs qui commencent à bouger. Deuxième semestre, c'est là que ça va devenir intéressant. Si la Fed injecte vraiment de la liquidité, si la rotation internationale commence à toucher la crypto, si les narratifs prennent vraiment, là on pourrait avoir un vrai bull run. Bitcoin vers les 120 000, 150 000 même, et certains altcoins qui font entre x3 et x5. Maintenant, ce n'est pas garanti. Si l'économie entre en récession, si l'inflation repart, si un gros événement négatif arrive, ça peut très mal se passer aussi. Bitcoin pourrait retomber vers les 70 000, les altcoins pourraient se faire massacrer. Donc ma stratégie, elle est construite pour être prête aux deux scénarios. Profiter si ça monte et me protéger si ça baisse. Parlons allocation concrète. Comment je répartis mon capital? Alors attention, ce que je vais te dire, c'est ma stratégie personnelle. C'est pas un conseil en investissement. Ton allocation, à toi, elle dépend de ton profil de risque, ton capital, tes objectifs. Ce qui marche pour moi ne marchera pas forcément pour toi. Ceci dit, voilà comment est-ce que je me positionne. 60% de mon portfolio crypto est sur Bitcoin, Ethereum et Solana. 40% Bitcoin, 10% Ethereum et 10% Solana. Alors pourquoi autant sur Bitcoin, Ethereum et Sol? Parce que ce sont les actifs les plus solides, les plus liquides, les plus adoptés. Si le marché monte, ils vont monter. Si le marché baisse, ils vont mieux résister que des altcoins. C'est mon cœur de portfolio, c'est ma base stable, ma sécurité. Ensuite, 30% sur des altcoins sélectionnés. Pas 50 altcoins différents, non.
maximum 8, je dirais, que je connais bien, que j'ai analysé en profondeur et dans lesquels je crois vraiment. Et dans ces 30%, je me concentre sur des secteurs dont on a parlé, un peu d'IA, un peu de DeFi, un peu de Layer 1 et tout, un peu de RWA si je trouve des bons projets, et pour finir, 10% en stablecoin. Pourquoi? Pour deux raisons. Un, ça me permet de garder la liquidité si une opportunité se présente, si un altcoin chute violemment et que je veux accumuler, j'ai du cash prêt. Et deux, si le marché se retourne violemment, je peux rapidement déplacer une partie de mon Bitcoin et de mes altcoins vers les stablecoins pour me protéger. C'est ma bouée de sauvetage en fait. Maintenant, cette allocation, elle n'est pas fixe. Je l'ajuste en fonction du marché. Si Bitcoin commence à casser les 100 000 et que je sens que le FOMO arrive, je vais peut-être réduire un peu mon exposition, prendre des profits partiels. Si Bitcoin retombe vers les 80 000 et que je pense que c'est une vraie opportunité, je vais peut-être augmenter mon exposition. Il faut rester flexible. Bon, et maintenant, le plus important, c'est la gestion du risque, parce que peu importe ton allocation, si tu gères mal ton risque, tu vas perdre de l'argent. Règle numéro 1, je mets jamais plus de capital que ce que je peux me permettre de perdre. Ça paraît évident, mais beaucoup de gens l'oublient. La crypto, c'est volatile, les amis. Tu peux perdre 50% de ton capital en quelques jours, donc ne mets jamais l'argent de ton loyer, de tes factures, de ton épargne de sécurité. Seulement l'argent que tu es prêt à voir disparaître, en fait. Règle numéro 2, je diversifie entre plusieurs wallets et plusieurs plateformes. Je garde jamais 100% de mon capital au même endroit, parce qu'il y a des hacks qui peuvent arriver, les plateformes peuvent avoir des problèmes, les wallets peuvent avoir des bugs, donc je répartis tout simplement. Un peu sur le cold wallet, un peu sur un autre cold wallet, un peu sur une plateforme régulée. Comme ça, si un truc merde, je perds pas tout quoi. Règle numéro 3, je prends des profits en route. Beaucoup de gens font l'erreur de ne jamais prendre de profit. Ils voient leur portefeuille monter de x2, x3, x5, ils gardent tout en espérant que ça va continuer à monter indéfiniment. Et puis le marché se retourne et ils perdent tout. Moi, je prends des profits partiels à différents niveaux. Par exemple, si Bitcoin atteint 120 000, je vends 20% de ma position. S'il atteint 150 000, je revends encore 20%. Comme ça, je sécurise des gains par palier en route. Et si le marché continue de monter, j'ai encore de l'exposition. Et si le marché se retourne, j'ai déjà sécurisé une partie. Règle numéro 4, je n'abuse pas trop des effets de levier. L'effet de levier, c'est le moyen le plus rapide de tout perdre. Tu peux gagner x10 en quelques heures, mais tu peux aussi tout perdre en quelques minutes. Je préfère dormir tranquille, j'utilise pas non plus trop de levier. J'investis au spot et je tiens mes positions sur le moyen long terme. Bon, et concrètement, au quotidien, qu'est-ce que je surveille? Parce que c'est bien d'avoir une stratégie, mais il faut aussi rester informé. Premier truc que je regarde, c'est les flux d'ETF Bitcoin. Est-ce que les ETF voient des entrées ou des sorties de capital? Parce que ça me dit en direct si les institutionnels accumulent ou s'ils vendent. Si je vois des entrées massives pendant plusieurs jours, c'est bullish. Si je vois des sorties, c'est bearish. Deuxième truc, c'est la Fed. Je regarde le bilan de la Fed chaque semaine. Est-ce qu'il augmente? Est-ce qu'il diminue? Parce que ça va me dire en direct la liquidité, si elle augmente ou si elle diminue dans le système. Plus de liquidité, un marché bullish. Moins de liquidité, un marché bearish. Troisième truc, c'est le fear and greed. Cet indice, il me dit l'état émotionnel du marché. Si on est en fear extrême, c'est une opportunité d'achat. Et si on est en greed extrême, c'est souvent le moment de prendre ses profits. Quatrième truc, c'est les volumes on-chain. Je regarde les transactions on-chain, les stablecoins qui entrent sur les exchanges, les baleines qui accumulent ou qui vendent. Ça me donne vraiment une idée de ce qui se passe en coulisses. Et cinquième truc, c'est l'actualité, bien évidemment. Pas juste l'actu crypto, non. L'actu macro, géopolitique, économique, parce que tout est connecté. S'il y a une crise bancaire, ça va impacter la crypto. S'il y a une guerre, ça va impacter la crypto. Si la Fed annonce quelque chose, ça va impacter la crypto. Donc, je reste informé de tout. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo. Et écoute, si tu es arrivé jusqu'ici, bravo. Ça fait 40 minutes qu'on parle. J'ai partagé énormément d'informations. Et le fait que tu sois encore là, ça montre que tu es sérieux. Maintenant, ce que tu viens de voir dans cette vidéo, c'est environ 5 à 10% de ce qu'on partage dans mon groupe privé. Les 90% restants, c'est dans le groupe. Dans le groupe, je partage mes positions en temps réel. Pas après coup, non. Avant, pendant et après. Tu vois exactement où je rentre, où je sors et comment je gère mes trades. Je partage mes analyses complètes sur les altcoins, les projets que je suis, ceux que j'achète, ceux que je vends et surtout, pourquoi. Je partage les airdrops, les opportunités, les alertes importantes et surtout, on a une vraie communauté. Plus de 6000 membres qui s'entraident, qui partagent leurs analyses, qui posent des questions. Et on a un coach disponible 24/24, 7/7 pour répondre à toutes tes questions. Ensemble, on a généré sur 2025 4,6 millions de dollars de profit. Pas moi tout seul, hein. Non, nous, en tant que communauté. Et le truc, c'est que c'est 100% gratuit. J'ai pas de frais cachés, pas d'abonnement, rien. Notre approche, elle est simple. Apprendre en pratiquant. Tu vois ce que je fais, tu vois pourquoi je le fais et tu apprends. Par contre, attention, c'est pas pour tout le monde. Si tu cherches à devenir riche en 7 jours, je te le dis, tu vas être déçu.
Si tu veux juste copier-coller des signaux sans réfléchir, c'est pas pour toi. Mais si tu veux vraiment apprendre, si tu veux comprendre et si tu veux te positionner intelligemment pour 2026, alors le lien est juste en dessous dans la description. Rejoins-nous. Voilà les amis, maintenant on arrive à la fin. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté la valeur pour 2026 que tu attendais. Et si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à t'abonner si c'est pas déjà fait et surtout à partager cette vidéo autour de toi parce que franchement, il y a énormément d'informations ici que tu ne trouveras nulle part ailleurs. Mets-moi en commentaire d'ailleurs, qu'est-ce que tu penses de 2026? Toi, t'es plutôt bullish, bearish ou tu sais pas? Quels sont les projets qui t'intéressent? Je vais lire tous les commentaires un à un et je répondrai au maximum. Allez, je te dis à très vite, soit dans le groupe, soit dans une prochaine vidéo. Prends soin de toi et surtout, investis intelligemment sur 2026. Ciao, ciao, ciao!